Bien, bonjour. Alors, je démarre à l'instant la réunion. Je vais donc traiter le chapitre 16 et donc il s'agit du chapitre qui va porter sur les coûts complets. On n'est plus dans la partie comptabilité financière, donc, mais plutôt contrôle de gestion, comptabilité de gestion, comptabilité analytique. Donc, pour cela, alors j'ai donc envoyé un instant sur vos boîtes mail les différents polycopiés. Donc, je vais ouvrir le premier. Il s'agit du polycopier que vous avez reçu dans votre boîte mail et qui concerne le polycopier à compléter. Alors, il faut savoir que dans ce chapitre, on va traiter des notions que sont le coût complet, les charges directes, les charges indirectes. Nous sommes ici dans un contexte d'une entreprise industrielle. Il s'agit de la société Jouet Mob, dont la fabrication est tout simplement des jouets, et plus précisément tout ce qui est Playmobil. Hein, c'est un peu par rapport à ce contexte que cette société a été créée. Donc, on va voir que cette multinationale, entreprise comme une multinationale, puisqu'on voit qu'elle est au niveau chiffre d'affaires 507 millions d'euros hors taxes, et elle a plusieurs sites de fabrication, des lieux de fabrication, des centres de fabrication, dont Luxembourg, Malte, l'Espagne et la République tchèque. Donc, l'intérêt ici des coûts complets, c'est tout simplement de déterminer l'articulation, comment on est arrivé à établir le prix de vente d'un produit. Donc, et on va voir les différents coûts qui s'articulent entre eux pour arriver à pouvoir déterminer ensuite le prix de vente. Alors, donc, le contexte est le suivant. On a tout d'abord les chiffres d'affaires par site et type de produit en millions d'euros. Ce que vous voyez, donc là, ici, 80, ce n'est pas 80 tout court, 80 euros, mais c'est 80 millions d'euros. D'accord? Donc, on vous a mis entre parenthèses. La composition de ce produit fini qui est un jouet, donc, est composée de figurines, de maquettes, d'accessoires. Et ensuite, on a un ensemble. Donc, on voit qu'au Luxembourg, eh bien, le chiffre d'affaires total, il est de 140 millions, je vois le total. Malte, 170, l'Espagne, 77, Tchèque, 120, et on a bien ce total que nous avons vu tout à l'heure au niveau du complexe, qui est de 507 millions d'euros. Donc, voilà pour le chiffre d'affaires. Alors, on vous donne ici, dans le document 3, des données techniques, les comptables de production et stockage. Donc, c'est tout simplement le schéma de production. Il faut bien l'analyser. Donc, le schéma de production identique pour tous les sites. Les granulés des matières plastiques sont achetés. Les granulés, c'est la matière première qui va être utilisée pour la fabrication de ce produit, avec un coût d'achat des matières plastiques ensuite sont achetées avec un coût d'achat qui varie beaucoup, donc en raison des caractéristiques du marché dérivé du pétrole, c'est-à-dire qu'en gros, le plastique, c'est un dérivé du pétrole et on est amené à subir un peu les variations des prix au niveau mondial. Donc, voilà. Les entrées sont valorisées au coût d'achat des différentes livraisons, les sorties au coût moyen pondéré. C'est ce qu'on va voir un peu dans le détail après, ce que c'est qu'un coût moyen pondéré, ce qu'on entend par coût d'achat aussi, on va l'apprendre ici dans cette partie. Alors donc, ils sont sortis du stock pour la mise en production, moulage, assemblage. Donc là, c'est toutes les étapes de production. Vous voyez, matière première, granulés, etc. Ensuite, coût d'achat moyen. Ensuite, il passe à la fabrication. Donc, il passe par le moulage, l'assemblage. Et après, c'est le conditionnement. C'est tout simplement l'emballage, mettre le produit dans des cartons, emballer, etc. Alors, les trois types de produits donc, sont les granulés introduits dans les presses à injection robotisée. Il s'agit de machines industrielles. La matière plastique ramollie est injectée. Là, on vous explique un peu le mode de fabrication.
est injecté, mais c'est important aussi de l'avoir en tête pour pouvoir ensuite savoir à quel moment je dois déterminer le coût, ce que je dois prendre. Voilà, c'est un peu toute l'idée. Donc, je disais, voilà, dans un moule pour être transformé en figurine, hein, c'est tout simplement des petits jouets, hein, tout simplement. Ensuite, les produits sont conditionnés, donc ils sont emballés, et ensuite ils vont être stockés, et ensuite, après, ils vont être tout simplement vendus. Donc, schématiser le processus de production qu'on vous demande, c'est-à-dire finalement tout ce qui vient d'être dit dans le document 3, il faut le mettre sous la forme d'un schéma. Comment sont valorisées les entrées en stock de granulés? Il faut reprendre les éléments qu'on vous donne là-dedans en stock de produits finis. Comment sont valorisés, c'est-à-dire comment sont valorisés, qu'est-ce qu'on entend par valoriser? C'est tout simplement donner une valeur. Donner une valeur, comment sont calculés les prix, comment on détermine la valeur de la chose. C'est ça, hein, comment sont valorisés. Donc, ça part à partir de ce qu'on appelle les fiches de stock et du calcul du coût moyen, etc. Sont valorisés sur type de granulés, de produits finis. Donc, il faut bien distinguer granulés, c'est les matières premières, produits finis, c'est le produit à la fin. D'accord? Établissez la liste ordonnée de tous les coûts à calculer pour aboutir au calcul du coût de revient des accessoires. Alors, ensuite, donc, question, réponse. Donc là, on va répondre ensemble assez rapidement, donc à l'aide de l'application graveur. Donc ça, vous n'allez pas l'utiliser, bien évidemment. Alors, 2 personnes sont... Oui, d'accord, ok, d'accord. Bien, donc je disais, les niveaux du chiffre d'affaires globaux sont assez divers. Le site maltais est le premier avec près de... Combien il est le site maltais là? Combien on vous donne en site maltais? Maltais, c'est Malte. Hein. Malte, vous l'avez ici dans le document. Il faut chercher dans le document. Vous avez, j'espère, en même temps, s'il vous plaît, sorti le fichier, parce qu'il faudra peut-être sortir le fichier. Hein. Bon, bref, je continue mon truc. Alors, donc, je disais, donc là, ce qui était à mettre, c'était tout simplement 170 millions, hein, c'est ce qu'on a, c'est ce qui figure. D'accord, ok. Voilà. Donc là, on a l'information ici. Hein, le chiffre d'affaires au niveau de maths, il est bien de 170 millions, d'accord. Voilà. Et on a ensuite le site espagnol, lui, il dispose, si vous reprenez le tableau, au-dessus de 77 millions. Voilà ce qui était à mettre ici. Voilà, donc je mets 77 millions. Donc j'ai pris ces informations dans le document 2 que vous voyez. D'accord? Dans le document, excusez-moi. Dans le document plutôt, le document 1, hein, 77 millions, 170 millions, d'accord? Donc je l'ai reproduit ici. Voilà, 170, 77 millions. Alors ensuite, super. J'espère ne pas être dérangé. Bon, alors ensuite, donc, est-il possible avec le document 1 de connaître la contribution des sites et des produits de résultats? Donc, les éléments de réponse, le document 1 présente. Alors, qu'est-ce qu'il présente? Eh ben, il présente le chiffre. Les chiffres, pardon, excusez-moi, d'affaires. D'accord? On a les chiffres d'affaires des différents sites. Voilà. Ensuite, mais pas les résultats. D'accord? On ne va pas apparaître les résultats, donc si on fait un bénéfice ou pas. Donc, il ne permet donc pas de conclure la contribution de chaque site et de chaque type de produit au résultat. Donc, si on reprend bien le document 1, d'accord, uniquement chiffre d'affaires. Vous voyez, 140 millions, 170, 117, 120 et 507. Alors, ensuite, quel est le site qui génère une marge négative? Sait-on comment chacun des 3 produits de ce site participe à ce phénomène? Et on remarque, là, ce n'est plus le même document. Voilà, on est là. On est dans le document 2. Le document 2, l'intitulé est marge totale chaque site de production en millions d'euros. La marge, c'est tout simplement, en quelque sorte, le bénéfice. D'accord? Ou la perte. Et donc, on voit bien qu'ici, la marge par site au Luxembourg, il dégage 10 millions
d'euros, hein, tout est en millions. Ici, à Malte, 10 millions d'euros. Et en Espagne, il dégage 12 millions de pertes. D'accord? Et en Tchèque, 15 millions de bénéfices. D'accord? Et donc, on arrive bien à un total de 23 millions pour l'ensemble des sites. Si vous additionnez 10, 10, moins 12 et 15, vous arrivez bien à 23. D'accord? Et comment on détermine cette marge? Tout simplement en faisant la différence entre le chiffre d'affaires qu'on a reporté, qu'on a dans le document 1, 140 millions, qu'on a reporté ici, 140 millions. On nous donne ici le coût du site, c'est-à-dire le site, je rappelle, c'est l'usine, hein, c'est l'ensemble, d'accord? Son coût ici de 130 millions, voilà, toutes les charges qu'il y a, d'accord? Et on fait la différence des deux et on obtient la marge par rapport à ce site qui est le Luxembourg, d'accord? Par rapport à l'analyse du document. Donc, on continue à compléter donc les questions. Alors, le site Espagne génère une marge globale négative de combien? C'est ce qu'on a vu à l'instant. Elle est négative de moins 12 millions d'euros. Là. Alors, donc, le document 2 ne permet pas de savoir comment chacun des trois, donc il fallait mettre, des trois, toujours, les trois produits participent à cette perte. Bon, je reprends le document 2 pour que vous en ayez la compréhension. Donc, le document 2, voilà, il y a uniquement les sites, mais il n'y a pas les produits. On ne sait pas, figurines, je rappelle les produits, hein, figurines, maquettes et accessoires. On ne sait pas, voilà, là-dedans, qu'est-ce qu'elle dégage comme bénéfice ou comme perte. On sait uniquement par site. Donc, on sait la chose globalement. D'accord? Et donc, dans le site, bien sûr, il y a les produits aussi. Mais si on veut savoir si les figurines dégagent une perte ou un bénéfice, on ne peut pas, à travers les documents qu'on a ici. D'accord? Donc, c'est par rapport aux questions qui sont posées. Donc, ensuite, pour connaître la contribution de chaque produit à la formation de la marge globale, combien y a-t-il de coûts à calculer? Alors, pour le site Espagne, il faudrait connaître quoi donc? Donc, il faudrait connaître ce qu'on appelle le coût. Donc, les coûts de revient. Et on verra par la suite, et j'espère que vous allez acquérir cette notion de coût de revient, puisque c'est un peu l'objectif ici dans ce chapitre, des figurines, des maquettes, des accessoires, soit 3 coûts par site. Donc, au total, on a ici combien en tout et pour tout? Si on multiplie par le nombre de sites, par le nombre de figurines, on en a 12. D'accord? Je rappelle qu'on a 1, 2, 3 produits et on a 1, 2, 3, 4 sites. Donc 4 fois 3, ça fait 12. D'accord? Voilà. L'explication ici du 12. Voilà, au total, pour l'ensemble des sites de jouets mobs. Alors, on vous demandait de schématiser le processus de production. Donc, il fallait dresser un schéma de ce type. Donc, on achète les matières premières que sont les granulés plastiques. On va les stocker. On ne va pas les utiliser tout de suite, mais on va disposer d'un stock de matières premières qu'on va au fur et à mesure utiliser dans la production des PF, qui veut dire des produits finis, fabriqués. Elles vont passer par différents ateliers, l'atelier moulage, l'atelier assemblage, l'atelier conditionnement. J'ai expliqué que l'atelier conditionnement, le conditionnement, c'est tout simplement le mettre dans des boîtes, plastifier, etc., emballer le produit. Donc, et ensuite, eh bien, on va avoir une mise en stock des produits. Donc, on va stocker les figurines, on va stocker les maquettes et on va stocker les accessoires. Et ensuite, au fur et à mesure, ça va être vendu. Donc, vente de figurines, vente de maquettes, vente d'accessoires. D'accord? Voilà. Alors, comment sont valorisées les entrées en stock de granulés en stock de produits finis? Telle était la question. C'est tout à l'heure. Donc, on note que les entrées en stock des granulés sont valorisées au coût. Pardon? Coût d'achat. Très bien, au coût d'achat. Ah. Alors, les entrées en stock de produits finis sont valorisées, elles, en comment? Alors, à votre avis? Il s'agit toujours de coûts. Quel coût?
de production. Voilà. Comment sont valorisées les sorties de granulés? Eh bien, ils sont valorisés ici, on a dit dans le document technique, on vous l'a communiqué, en coût, il s'agit de la méthode, moyen, pondéré. Pondéré, c'est comme une moyenne pondérée. Par exemple, pour un examen haut, on applique les coefficients, etc. et on arrive à une moyenne générale. Voilà, du stock de granulés, stock initial et achat du mois. Les sorties de produits finis sont valorisées, elles, au coût, toujours. Coût de production. Oui, tout à fait. Alors, de production. Moyen pondéré. Comment? Oui. Au coût de production moyen pondéré. Très bien. Production, moyen. Pondéré. Alors, moyen. Je vais reprendre la main avec le corrigé pour aller un peu plus vite après. Pondéré. Voilà. Alors ensuite, on vous demande d'établir la liste ordonnée de tous les coûts à calculer pour aboutir au coût de revient des accessoires. Donc, c'est à partir du document 3, à partir aussi du schéma de processus qu'on peut arriver à répondre à cette question. Donc là, je vais tout de suite passer. Alors, je vais essayer de passer au. Voilà. Excusez-moi. D'accord. Alors, donc là, j'étais ici. Voilà. Donc, on aura ici. Alors, vous le voyez le document ou pas? Comme toujours. Oui, non? Oui, oui. Vous le voyez là, ce document qui défile là? Oui, on le voit. Ok, ça marche. On voit. Merci pour le retour. Alors donc, on vous demandait ici, à la question 8, d'établir la liste ordonnée de tous les coûts à calculer pour aboutir au calcul du coût de revient. Donc, comment on fait pour arriver au coût de revient? Alors, on part toujours du coût d'achat des matières premières. Donc, ici, c'est les granulés du mois. Ensuite, on passe au coût, on utilise le coût moyen pondéré du stock de granulés. Ensuite, on va, à partir du coût d'achat des granulés du mois, donc déterminer le coût moyen pondéré du stock de granulés, c'est-à-dire que il y a une pondération, mais là, je n'ai pas trop envie de rentrer dans le détail parce qu'on va y rentrer au fur et à mesure. Ça va être un peu confus, donc je préfère rester comme ça. Donc, juste vous énumérer la liste comme c'est posé ici en question. Donc, le coût d'achat. On fait ensuite le coût moyen pondéré du stock. Après, on fait le coût de production des accessoires. Et ensuite, on fait à nouveau le coût moyen, mais pondéré maintenant du stock d'accessoires, c'est-à-dire suite à la production. Et seulement après, on arrive au coût de revient. D'accord? Donc, en gros, s'il faut résumer, le coût de revient, c'est le coût d'achat. Je vais laisser tomber pour le moment les coûts moyens pondérés. C'est le coût d'achat plus le coût de production. Et il y a aussi le coût hors production. On verra par la suite. Bon, j'expliquerai. Donc, voilà un peu cette première partie, ce premier point ici concernant ce chapitre. Donc, je vais juste reprendre maintenant. Ouais, alors donc, je vais faire un nouveau partage. Je vais reprendre donc votre poly parce que j'ai plus de choses. Voilà, donc ici, on vient de voir les objets de calcul de coût, c'est-à-dire les différentes étapes. On est parti du chiffre d'affaires, donc en reprenant les documents du chiffre d'affaires et de chaque site. On a ensuite analysé la marge totale par site et ensuite on est arrivé à la détermination, si je puis dire, de la valorisation du coût d'achat, du coût de production pour arriver au coût de revient. D'accord? Donc voilà, à partir de ces différents éléments. Donc déjà, mettez-vous en tête qu'il y a différentes étapes pour arriver au coût de revient. OK?
Alors, donc, deuxième partie maintenant, on part de ces documents et on parle de ce qu'on appelle les charges indirectes. Donc, il faut savoir que dans un coût d'achat, on a en premier, si je puis dire, on peut appliquer la formule suivante, coût d'achat est égal aux charges directes et aux charges indirectes. Voilà. Donc, les charges directes, c'est tout ce qui est directement affecté eh bien, au coût. Et qu'est-ce qui est affecté directement? On a le prix d'achat, on a ensuite les frais accessoires d'achat. Et les charges indirectes, c'est tout simplement des charges qui ne sont pas directement affectées au produit. Un exemple très, très simple, vous prenez le service administratif d'une entreprise. Le service administratif d'une entreprise va travailler pour les différentes activités. Ce service administratif, par exemple, en question, va travailler pour toutes les activités. Il va travailler pour les figurines, les accessoires, etc. Le salaire, il y a du bruit là. Le salaire de l'administratif va être réparti en quelque sorte par rapport à l'ensemble de ces différentes activités de fabrication des figurines, de fabrication des accessoires, etc. D'accord? Et donc, tout cela, on appelle ça des charges indirectes. Et l'idée, c'est d'établir un tableau, de faire un tableau, ce qu'on appelle un tableau de charges, de répartition des charges indirectes, de mettre en avant, c'est ce qu'on a ici, voilà, ni plus ni moins. Voilà. Donc, vous avez ici répartition primaire, des charges indirectes sur les centres de coûts. Donc, vous avez ici, par exemple, on a effectué des achats de biens et de services au niveau du site, et on a eu une répartition qui a été la suivante. Les 20 000 € ont été répartis en centre de gestion du personnel de 4 000, centre achat de 4 000, centre de moulage de 3 000, centre assemblage de 3 000 et centre conditionnement de 3 000 et ensuite centre de distribution de 3 000. Si vous additionnez tout ça, vous retrouvez 20 000. Donc, ça veut dire que les achats de biens et de services ont été effectués pour ces différents centres. Donc, on fait la répartition. On fait la même chose pour les impôts et taxes. Donc, les impôts et taxes, quel est ici le centre qui a été amené à prendre l'ensemble de ces charges? C'est le centre distribution, c'est ce qu'on nous met ici. Ensuite, les charges de personnel, il y a eu des salaires au niveau de la gestion du personnel. Le salarié qui s'occupe à gérer le personnel, par exemple, qui s'occupe des dossiers du personnel, d'accord? On peut imaginer, ou d'autres salariés. Ensuite, il y a eu au niveau du service achat, salarié. Ensuite, il y a eu au niveau du moulage, oui, il y a eu des techniciens qui étaient là pour mouler, qui fabriquaient. Même chose pour l'assemblage, même chose pour le conditionnement, etc., etc. Et ensuite, les autres charges, pareil, donc il y a eu d'autres charges, etc. Donc, on arrive à ce qu'on appelle une répartition primaire des charges indirectes. C'est-à-dire que ce sont des charges qu'on ne peut pas directement affecter au produit. Donc, on les affecte sous cette forme dans différents centres. Et ensuite, on va arriver à tout simplement répartir, c'est ce qui se passe ici, par la répartition, faire ce qu'on appelle la répartition secondaire du centre auxiliaire sur les centres principaux. Tout simplement, ce qu'il faut ici savoir, c'est que le centre gestion du personnel, les 22 000 € qui ont été ici dans ce centre, vont être tout simplement répartis dans les autres centres que sont l'achat, le moulage, l'assemblage, le conditionnement, la distribution. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le centre de gestion du personnel, 22 000 €, il y en a eu tant pour les achats, pour le moulage et pour le reste. Donc, alors, l'idée, c'est quoi? C'est tout simplement de partir sur 2 étapes pour le calcul des charges indirectes. Première étape, faire une répartition primaire. Deuxième étape, faire ce qu'on appelle une répartition secondaire. Donc, on vous communique la forme de tableau, on vous communique des pourcentages, on vous communique des données et ensuite, à vous d'effectuer le calcul. Voilà. Donc, ici, on vous dit, voilà, document 7 manuel donc, du service comptabilité de gestion extrait. Les centres sont divisés en 5 centres principaux correspondant à un coût précis d'achat de production. Un centre auxiliaire, le centre gestion du personnel, dont l'activité est consommée par tous les centres principaux. Donc, ça veut dire que celui-ci, le centre du personnel, toutes les charges liées à ce centre sont réparties dans les autres centres.
Ces charges sont à répartir sur les centres principaux. La clé de répartition, donc on parle de clé de répartition, en gros, le pourcentage qu'on vous communique de répartition, eh bien, est respectivement 15%, 20%, 25%, 5% et 35%. Donc, on est là, dans ce tableau-là, tableau 8. On a les 22 000 que sont le centre de gestion du personnel. Pourquoi on a mis moins 22 000? Parce que tout va être réparti dans les autres centres. Tout ce montant-là va être réparti. Et il va être réparti de quelle façon? En utilisant la clé qu'on a au-dessus. C'est-à-dire qu'on va mettre 15% en achat, 20% en moulage, 25% ici en assemblage, etc. Donc, en général, le pourcentage il est communiqué par le contrôleur de gestion. C'est lui qui est là pour communiquer la clé de répartition. Alors, c'est sous la forme de pourcentage, mais ça peut être sous la forme aussi de chiffres qu'on peut ensuite, en additionnant l'ensemble des chiffres, un peu comme l'histoire de l'amortissement avec consommation, on additionne, on a un dénominateur commun et ensuite on applique sous la forme de fraction. Donc, c'est à peu près la même chose. Donc, si vous faites le calcul suivant, 22 000 fois 15%, pardon, vous allez trouver 3 300. Si vous faites ensuite 22 000 fois 20%, vous trouvez 4 400, etc. Donc, là, on fait ce qu'on appelle la répartition secondaire. On répartit donc les 22 000 et ensuite on additionne et on additionne dans chaque colonne les montants restants et on a ensuite ce qu'on appelle le total après répartition secondaire. Donc là, on a 20 300 pour l'achat. On voit que le centre gestion du personnel a disparu. Il est dilué dans tous les autres centres. D'accord? Et donc, on a ce résultat-là. Alors, ensuite, une fois qu'on a effectué ce résultat, ce calcul-là, on va passer ensuite à d'autres. Bon. Alors, je vais revenir un petit peu sur les questions. Donc là, indiquer pourquoi les charges du personnel des autres salariés ne peuvent pas être affectées directement au coût de production. Donc, je vais passer. Excusez-moi. Ah. Donc, alors, la question qui était posée, indiquer pourquoi les charges de personnel des autres salariés ne peuvent pas être affectées directement au coût de production. Les personnels administratifs, les commerciaux travaillent soit sur des processus support transversaux, c'est-à-dire qu'ils travaillent sur plusieurs services à la fois, d'accord, par rapport aux produits, soit le temps qu'ils consacrent à chacun des produits n'est pas noté. Ils n'ont pas noté un ouvrier qui travaille face à une machine, on sait très très bien le nombre de temps qu'il va passer face à une machine. Donc, sa charge, son salaire, etc., on peut le calculer directement par rapport à la machine. Mais si vous prenez le cas de l'ouvrier qui est obligé comment dirais-je, d'entretenir l'atelier moulage, l'atelier conditionnement, etc., son salaire, il va falloir le répartir par rapport à ces différents cycles, ce qui est beaucoup plus difficile que celui qui est vraiment face à son activité propre. Donc, c'est toute la question. Alors, citer d'autres charges indirectes pour les coûts de production. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les amortissements des locaux, les matériels qui abritent les services administratifs ou commerciaux, par exemple. Ce sont aussi les charges indirectes par rapport au coût de production des produits. Alors, en vous aidant du document 3, citez d'autres charges qui sont probablement directes pour les coûts de production et indiquer les conditions en termes de saisie et de collecte d'informations. Alors, les consommations de granulés de plastique sont des charges directes pour les coûts de production de chaque produit, à condition que les quantités sorties de stock 2 fassent l'objet d'une saisie dans le système d'information de gestion, bon de sortie de stock indiquant la nature de production, figurine ou maquette accessoire. Alors ensuite, selon vous, comment peut-être établir la clé de répartition de la consommation d'électricité, celle des loyers des locaux, donc clé de répartition, je rappelle qu'il s'agit du pourcentage qui nous permet d'affecter les charges indirectes. Donc, les clés de répartition de la consommation d'électricité sur les centres peuvent être constituées à partir des relevés électriques attribués aux différents types de locaux et de matériel des différentes fonctions, bureaux, usines, ateliers, stocks, etc. Celles des loyers peuvent être faites au prorata, c'est-à-dire en rapport aux surfaces, tout simplement, occupées par les différentes fonctions. Voilà, après, là, ici, la question, c'est un petit peu pour vous mettre
un peu dans l'imagination de ce que c'est ou de comment on pourrait établir une clé de répartition. Comment répartir ces charges indirectes. Voilà. Ensuite, opérer tous les calculs de contrôle possibles sur tableau. Alors, donc, par ligne, etc. Ensuite, exprimer le pourcentage. Donc, voilà. Alors, après, vous avez la répartition de 22 000 € du centre de gestion du personnel sur les principaux. Donc, voilà, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, les 15% en vérifiant, en prenant les 22 000 fois 15%, 3 300, 22 000 fois 20%, 4 400, 22 000 fois 25, fois 5, fois 35, et vous avez les résultats, on retrouve bien, en appliquant ces taux, les éléments qu'on avait au-dessus. Alors, maintenant, on passe à la question 16, et pour la question 16, j'aimerais bien… Est-ce que vous avez des questions là-dessus, là, par rapport à ce que je suis en train de dire? Non. Non, pour l'instant, non. non, Non, ça ça va va? pour l'instant. C'est clair? C'est bon? Ok. Alors, donc, ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Quel sens pourrait-on donner à la façon dont se répartit ce centre sur les 3 centres de production? Alors, qu'est-ce que je se répartit d'abord dans le centre de distribution, puis dans le centre de production, assemblage, moulage. À l'inverse, ce centre de conditionnement reçoit peu. Cela sous-entend que ces premières fonctions d'assemblage sont consommables. Bon, bref. Vous reprendrez ces éléments de réponse et vous verrez la question, le document. Alors, ce qui m'intéresse, c'est la question 17. Justifier les calculs des coûts par unité d'œuvre. Voilà, l'unité d'œuvre, c'est où? C'est, il faut reprendre le tableau. Donc là, je vais être obligé de passer par le pli. Alors, je vous demande un petit instant. Nouveau partage. Et là, voilà. OK. Et là, on est là. Alors, où sommes-nous? On est là. Voilà. Voilà. En gros, c'est là. Donc, la question qui est posée, c'est tout simplement comment on a fait pour trouver 50. Comment on a fait pour trouver, excusez-moi, 406 ici, 16,2667, etc., etc. Eh bien, c'est le total après répartition secondaire. Donc, je rappelle, la répartition secondaire, elle est là. D'accord? On effectue donc cette répartition secondaire. Et il y a eu une répartition première, une première répartition, une deuxième répartition. Et alors, ensuite, alors, excusez-moi. OK. Parfait. Alors, donc, vérifier. Voilà. Donc, la question qui est posée, c'est comment on a fait pour obtenir 406, 16. Bon, je me répète. C'est tout simplement en faisant 20 300 000 divisé par 50 000, c'est-à-dire qu'on fait le total après répartition secondaire. Vous suivez, Mélissa? Divisé par le nombre d'unités d'œuvre, 50 000. D'accord? Le nombre d'unités d'œuvre, c'est la tonne achetée. Ici, c'est l'unité, pardon. Le nombre, c'est 50 000. Il y a eu 50 000 tonnes achetées. Et on trouve 406 la tonne. D'accord? On trouve ensuite 16,2667 pour le centre moulage concernant le coût par unité d'œuvre en faisant 24 400 000 divisé par 1 500 000. D'accord? Et là, 25, c'est la même chose, 25,7895. On fait total après répartition secondaire divisé par le nombre d'unités d'œuvre et on trouve 25,70. Et la même chose pour le reste, centre de conditionnement, distribution, la même chose, 204 700 000 divisé par 507 millions est égal à 0,4037. Parce que là, on vous dit que c'est par chiffre d'affaires. On reviendra après dans ces différents tableaux, l'unité d'œuvre, le coût d'unité d'œuvre, parce qu'on en a besoin pour le calcul du coût. On en a besoin. D'accord? Alors, donc, il me reste à peu près 10 minutes. 10 minutes et la vidéo risque de se couper. Je n'ai pas trop envie de continuer. Je continuerai après-demain la deuxième partie, des charges indirectes, voilà, tout simplement, du grand 2. Je vous demanderai de faire ça pour après-demain. Donc, je vous ai demandé pour demain les projets. Donc, je souhaiterais que vous me présentiez demain. C'est vous qui allez parler de vos projets. D'accord? On l'a fait? Oui. Alors, je vais peut-être arrêter l'enregistrement. Ouais, l'arrêter.